Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Mathias Pirglas. Bonjour Mathias. Salut Nicolas. Alors Mathias, vous êtes maître de conférences en sciences de gestion à l'université Gustave Eiffel. Vos recherches sur le management portent notamment sur la construction du sens dans l'action collective, thématique de recherche qui est abordée d'abord à travers les risques industriels avec une approche par le raisonnement de conception et de l'innovation. Depuis une dizaine d'années, vous développez en fait Mathias une approche pédagogique alternative du management où la fiction et tout particulièrement les séries trouvent une place de choix. Donc pour vous, enseigner avec les séries, c'est aussi réaliser une mini-série de cours sur Twitter, par exemple sur la Casa des Papel, et sur l'enregistrement d'un épisode de podcast de Management Popcorn, donc avec Marina Gog, sur la Casa des Papel, ou le management à distance. Vous êtes aussi, et vous allez peut-être nous en parler, parce que ça c'est très très intéressant, à l'origine de la conception du dispositif pédagogique innovant qui s'appelle le roman dont vous êtes le héros. Donc là, vous placez en fait les étudiants dans la position d'auteurs de romans qui sont eux-mêmes les héros, et le but, c'est d'apprendre autrement les disciplines universitaires. Parlez-nous un petit peu, Mathias, de ce dispositif. C'est vraiment très intéressant, avant, bien sûr, d'évoquer la série que l'on va voir aujourd'hui. Alors, ce dispositif, le roman dont vous êtes le héros, consiste à faire écrire en groupe par les étudiants un roman dont vous êtes le héros, sur le principe de ces romans à choix qui étaient très à la mode dans les années 80, et de les faire annoter par la suite par les étudiants eux-mêmes pour aller retrouver les concepts et les notions théoriques ou plus pratiques du cours. Et donc, résultat, ce dispositif pourrait s'adapter à peu près à tout l'enseignement de toutes les disciplines universitaires. Ceci étant dit, eh bien, voilà, donc je me propose éventuellement de vous accompagner sur la mise en place de ce type de dispositif, si jamais ça vous intéresse, qui permet de lier habilement donc, la fiction avec l'enseignement universitaire. Vous pourrez, si vous êtes intéressé, passer par Histoire en série. On vous communiquera les coordonnées de Mathias, puis vous pouvez, si vous voulez le voir directement, le suivre sur son compte Twitter. Alors Mathias, aujourd'hui, on va évoquer une série, bien sûr, puisque c'est l'objectif du podcast, les séries. Vous avez choisi la série 3615 Monique. Alors justement, peut-être commencer par présenter cette série et nous dire les raisons de votre choix. Alors, 3615 Monique, c'est une série avec des épisodes relativement courts, de 20 à 30 minutes, qui raconte en fait l'émergence du Minitel Rose, donc ce dispositif de service qui permet de faire en sorte que les personnes qui le souhaitent puissent se masturber en ligne, entre guillemets. Donc, c'est peut-être un thème assez provocateur, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est une série qui va en fait mettre en évidence un dispositif de communication innovant qui s'appelle le Minitel et dont on va reparler assez rapidement, je pense. Et aussi, finalement, le Minitel Rose qui a constitué assez rapidement le plus gros chiffre d'affaires, ou en tout cas une grosse part des chiffres d'affaires générés par le Minitel. Mathias Pirglas, cette série 3615 Monique, vous avez donc choisi de l'étudier avec nous et on va voir qu'elle est loin d'être dénuée d'intérêt. C'est vraiment ce qui est ici très important. Peut-être pour commencer notre discussion, évoquer cette idée justement, vous avez dit à l'instant, vous qui êtes professeur de management là-dessus, cette idée d'innovation technique, ici technologique, et l'idée de créer un service parce que les personnes qui sont à l'origine de cela se rendent bien compte qu'il y a là un marché du sexe qui commence à être virtuel, et donc on est vraiment au tout début de ce qu'on appellera par la suite tous les services de sexe à distance, entre guillemets.
Exactement. Alors, le Minitel dans sa conception, est un dispositif tout à fait innovant, hein, dont Gilles Garel et Loïc Petit-Girard, dans leur MOOC Fabriquer l'innovation, parlent assez largement. Le Minitel, ça veut dire médium interactif par numérotation d'informations téléphoniques. Alors, en quelque sorte, finalement, c'était l'idée de changer, de passer du papier pour l'annuaire électronique à des pages Minitel qui allaient supporter finalement les informations des abonnés téléphoniques dans la sauvegarde. Or, le Minitel a été créé dans les années 80. On voit que en fait, l'expérimentation, d'ailleurs qui est relatée dans la série, hein, qui va toucher 3 communes, Vélizy, Villacoublay et Versailles, en tout cas une zone, l'expérimentation qui commence en 80, va se poursuivre assez rapidement et va donner lieu à, en 1984, la création d'un bouquet de services qui s'appelle le kiosque, en 1984, et qui va se développer, passant de 145 services en 84 à 25 000 services en 97, ce qui est une croissance assez exponentielle, comme on peut le voir sur ces 13 années d'existence, en tout cas à ce moment-là. Alors bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est que le Minitel, par ses services payants, va générer en fait un marché, hein, finalement supérieur au commerce électronique aux USA. Donc, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans le monde, c'est pionnier sur ces choses-là. Mathias, en quelques chiffres peut-être rappeler, hein, cet outil, et vous l'avez dit, hein, qui a fonctionné jusque dans les années 90, de voir ça touchait vraiment combien de personnes, parce que finalement, cette série-là, le sujet avec le Minitel Rose, c'est quelque chose qui était quand même, on peut le qualifier, je pense, de phénomène de société. C'était quelque chose de largement répandu, le Minitel, à l'époque. Ah oui, c'est effectivement plus de 6 millions de postes qui sont apportés dans les domiciles, hein, dans chaque foyer. Il y a 10% des foyers qui sont équipés au début de l'expérimentation, enfin, à partir de la mise en production finalement de ce Minitel 2 dont on parle aussi dans la série. Et puis dès 96, on a 36% des foyers qui sont équipés, puisque c'est lié au téléphone, hein, puisque ça se branche sur une prise téléphonique, comme on le voit très bien dans la série aussi de ce côté-là. Alors, tout ça, ça repose sur un business model assez particulier, puisqu'on a un accès gratuit, hein, qui est, dès que vous avez une ligne téléphonique, vous payez votre ligne téléphonique évidemment, mais par contre, dès que vous avez une ligne téléphonique, vous pouvez avoir accès au service Minitel. Et puis, dans ce cadre-là, il y a des services qui sont gratuits complètement, comme l'annuaire électronique, qui est dispensé par le Minitel, mais aussi éventuellement la réservation de billets de train assez rapidement dans ce kiosque. Et puis, par ailleurs, il y a des services payants comme le Minitel Rose, dont le Minitel Rose en fait partie. Et on estime qu'à peu près 50% à 60% du chiffre d'affaires généré par le Minitel, ces 50 à 60% sont représentés par le Minitel Rose, hein, ce qui est vraiment une chose très importante. On peut se poser plein de questions sur justement le passage au virtuel dans le commerce du sexe dans ces années-là, et aussi ce que ça veut dire aussi sur la société d'aujourd'hui, évidemment. Oui, peut-être évoquer ce premier business model fait véritablement de ce qui est du virtuel, hein, c'est-à-dire cette idée que là, on va pouvoir échanger des choses à distance avec ce qui, ayant un écran, un clavier, est quelque part un des ancêtres de ce qu'on connaît aujourd'hui avec Internet. Exactement, c'est probablement, d'ailleurs, on préfigure, hein, finalement Internet à partir de ça, et même plus précisément, on sait que le kiosque du Minitel, donc mis en œuvre en 84, a été repris par Apple lorsqu'il a créé son App Store, hein. Donc c'est vraiment ça a vraiment donné lieu à plein d'innovations qu'on connaît aujourd'hui et qui perdurent encore dans d'autres secteurs, que ce soit l'Internet ou la vente en ligne, etc. Ce qu'il faut mentionner quand même, c'est que le Minitel est une initiative d'État, et que globalement, toutes les
les transactions, hein, c'est-à-dire en fait, on va gérer des micro-paiements hein, qui vont être payés à la minute d'utilisation du service. C'est pour ça que dans la série, vous verrez, si vous ne la connaissez pas, mais vous verrez que globalement, on cherche à garder les utilisateurs de cette messagerie de sexe le plus longtemps possible en ligne, de manière donc à générer le maximum de revenus de ce côté-là. Et il faut savoir que globalement, sur les services Minitel, eh bien, il y avait un tiers du chiffre d'affaires qui revenait à la DGT, hein, la Direction Générale des Télécoms, qui est devenue France Télécom par la suite, et 2 tiers aux fournisseurs de services, comme donc les fournisseurs de services qui étaient identifiés par les codes 3615 pour un certain nombre de services et puis 3614 pour une autre forme de tarification sur ces services Minitel. Bien sûr, les transactions sont sécurisées puisque tout passait par l'abonnement téléphonique. Et donc, on est vraiment dans un dispositif qui s'est répandu assez rapidement. En 1973, donc bien avant ces choses, la mise en œuvre du Minitel et de l'expérimentation, on réservait ces services payants liés à l'abonnement téléphonique uniquement aux professionnels. Et on va voir qu'au fur et à mesure des années de progression du Minitel, eh bien, les professionnels ne seront plus les seuls à pouvoir utiliser ces services, ces services téléphoniques associés au téléphone de cette manière-là. C'est pour ça aussi que dans la série, eh bien, et c'est ce qui est vrai hein, d'ailleurs de ce côté-là, eh bien, dans la série, le service de Minitel Rose doit être associé nécessairement à un journal ou à un groupe de presse. Donc on y reviendra peut-être. Oui, et puis Mathias, on est aussi dans ces années 80. On reparlait, hein, la période de beaucoup de libération, par exemple, des radios, hein, là aussi, autre aspect technologique majeur, pardon, avec l'apparition des radios FM. Et là, on est alors au tout début des années 80, peut-être montrez-nous comment, là aussi, c'est très réaliste, c'est ce qu'on voit dans 3615 Monique, avec tout ce qu'il y a au niveau des calculs, des expérimentations, du fonctionnement du Minitel d'ailleurs. Alors effectivement, on voit dans la série que les 3 héros de cette série, Tony, Stéphanie et Simon, eh bien, prennent connaissance de ce que c'est que le Minitel, d'abord en cours. Alors on suppose être un cours de télécommunication ou de technologie. On ne sait pas exactement ça se passe à la fac. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, on voit le professeur à plusieurs reprises fumer dans l'amphi, ce qui est assez perturbant pour nous aujourd'hui, évidemment. Et en fait, donc ça se passe en 1980, manifestement, durant l'année 1980, avant juste les élections présidentielles hein, de 1981 qui a résulté sur l'élection de François Mitterrand. Et on voit qu'on est dans cette France giscardienne, dans une ville de banlieue hein, qui est jouée en Josas, mais on saura que apparemment la série a été tournée plutôt à Angoulême, mais bon, peu importe. On a cette ville de banlieue qui reproduit un peu le cadre des années 80 avec des résidences pavillonnaires et puis aussi des résidences universitaires, hein, comme elles sont nombreuses sur le plateau de Saclay, en région parisienne. Et donc, dans ce périmètre d'expérimentation dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir du 9 juillet 1980, eh ben, on décide de diffuser sur le territoire entre Versailles, Vélizy et Villers-Coublay 2500 postes qui allaient répondre hein, finalement ce Minitel. Ce Minitel 1, alors ce Minitel 1, il était caractérisé par un écran et un clavier. C'est un terminal passif, hein, comme cela est évoqué dans la série. Hein. C'est Simon qui fait une remarque en cours pour dire que finalement, le Minitel, c'est quelque chose de complètement nul, hein, qui n'a aucun intérêt, qui lui est plutôt passionné par l'informatique au sens propre, avec des terminaux actifs, hein, c'est-à-dire qui ont des puissances de calcul, etc. Ici, le Minitel est juste une interface, en fait, qui est placée entre finalement le fournisseur de services et l'utilisateur. Il faut savoir que, contrairement à ce qui est montré dans la série, eh bien, les premiers Minitel, durant l'expérimentation, utilisaient un clavier alphabétique. Alors, on est familier de nos claviers d'ordinateur qui découlent en fait des claviers de machines à écrire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles
durant l'expérimentation ou après l'expérimentation, justement, on est passé à un clavier AZERTY, qui est plus classique, parce que les utilisateurs de ces Minitel 1 dans l'expérimentation n'arrivaient pas du tout à écrire correctement. Et donc, ils ont fait évoluer finalement la machine dans le Minitel 2 pour aboutir à un clavier AZERTY qui est plus conforme à ce qu'on connaissait des machines à écrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, au début du lancement de cette expérimentation et puis par la suite du lancement de la production, eh bien, les premières machines qui étaient en clavier alphabétique ont été retirées, pratiquement 100 000 terminaux sont retirés de la circulation. Donc, ce qui va permettre après de lancer une production plus efficace ou efficiente vis-à-vis de l'expérience utilisateur, qui a permis de réduire les coûts de production de cette manière-là. Voilà. Alors, peut-être que pour commencer justement sur cette série, on voit dans le premier épisode donc, cette présentation du Minitel qui a lieu en cours, auquel finalement Simon, donc l'un des héros de l'histoire, ne prête que peu d'attention parce qu'il trouve que le dispositif n'est pas très intéressant. Et c'est en fait Stéphanie qui, elle, arrive en cours en retard parce qu'elle arrive en milieu d'année, etc. Et donc, elle assiste à son premier cours en amphi, elle se fait remarquer par le professeur. Et là, elle voit ce que c'est que le Minitel et puis elle cogite. Elle fait des petits calculs sur un bout de nappe. Enfin, elle montre que globalement, il y a un potentiel de marché qui est énorme, en fait, pour faire justement des conversations téléphoniques autour du sexe, tarifées évidemment, pour pouvoir lancer justement ce service de Minitel. Au départ, elle fait un calcul de base, elle dit, bah voilà, dans la zone de l'expérimentation entre Versailles, Vélizy et Villacoublay, il y a tant d'habitants, il y a tant de personnes de sexe masculin et ces personnes de sexe masculin ont tendance à se masturber. Enfin, il y a des statistiques qui montrent qu'ils se masturbent 3 fois par jour et que donc, si on fait le calcul assez brut de cette chose-là, si on les fait payer 50 francs, eh bien, on va arriver assez rapidement à un chiffre d'affaires très important. Donc l'idée, on voit bien que dans cette série, en fait, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'on part de l'idée et puis on va aller l'amener sur le marché pour développer cette idée. Et ça va avoir à se poser plein de questions, des questions qui sont des questions de conception, précisément, qui vont se réaliser comme ce qu'on a l'habitude de faire dans les histoires de conception ou d'innovation. Vous savez peut-être que Apple a été créé par Steve Jobs et Steve Wozniak et que leur innovation, les premiers Lisa puis l'Apple II, ont été créés dans le garage de ces deux étudiants et travaillant après employés de la firme Hewlett-Packard. Donc voilà, on a vraiment typiquement l'idée du mythe de la création d'innovation dans un garage, et c'est ce qu'on va appeler finalement la conception sauvage, c'est-à-dire qu'on va créer un service de toute pièce en partant de la base et finalement en faisant les apprentissages, en jouant de cette manière-là pour élaborer l'ensemble du dispositif from scratch, c'est-à-dire à partir de rien. L'idée étant d'explorer des espaces de conception innovants où finalement ni les valeurs d'usage ne sont connues, ni les compétences nécessaires ne vont être définies. Et à partir de là, donc, d'être capable de créer un service de toute pièce. Ça veut dire que globalement, il faut aussi s'intéresser donc au marché, aux clients, mais aussi s'intéresser au support physique. Qu'est-ce que permet le Minitel? Mais au départ de l'expérimentation, il y a des problèmes pour faire payer les utilisateurs. Et donc, Tony, Stéphanie et Simon imaginent un dispositif pour échanger les sous avec les utilisateurs du service. Et puis, bien sûr, le personnel en contact, qui va être une problématique assez générale de l'ensemble de la série. Savoir comment est-ce qu'on le forme, comment est-ce qu'on interagit avec l'utilisateur. Et puis,
Enfin, la résultante de ces trois éléments, hein, donc le client, le support physique et le personnel en contact, qui va être le service. Le service ne peut exister, et ça c'est un point super important dans la gestion et le management des services, le service n'existe pas en dehors de la présence, la coprésence du client, du support physique et du personnel en contact, ou plus précisément de l'entreprise. Résultat, si jamais, par exemple, je donne un autre exemple dans un autre contexte, aller chez le coiffeur, c'est utiliser un service. Et ben, si vous n'allez pas chez le coiffeur, si vous ne mettez pas à disposition votre chevelure, et ben, le coiffeur ne sera pas en mesure de rendre un service qui est de celui de vous couper les cheveux. C'est la même chose quand on va au restaurant ou autre chose. Ici, on est bien dans le cas d'un service où si l'utilisateur ne rentre pas en contact et ne demande pas ce service donc, de messagerie sexuelle, eh bien, le service lui-même n'existe pas. Donc, on suppose vraiment que le marché existe. Et ensuite, bien sûr, cela suppose aussi de créer tout un système d'organisation interne qui va assurer le bon fonctionnement du service et donc du système de servuction qui est une contraction entre service et production. On va parler de production de services au même titre que production industrielle de biens, qui est plus traditionnellement admis par les choses. Il va y avoir aussi une autre problématique qu'il va falloir gérer assez rapidement, c'est le fait qu'il y ait d'autres clients présents dans le système et que donc il va falloir pouvoir répondre presque individuellement et formellement à non pas un client en même temps, mais beaucoup de clients. Et ça, on va voir que la montée en charge du service de Minitel Rose va poser plein de questions d'organisation et de création à partir de cette chose-là. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que comme dans 3615 Monique, et c'est ce que vont finalement s'apercevoir Tony, Stéphanie et Simon, nos héros d'histoire, c'est qu'ils vont en fait s'apercevoir qu'il faut concevoir simultanément à la fois le concept du service, le segment de la clientèle auquel on s'adresse, mais aussi tout le système de production de services, le système de servuction qui va supporter ce service de cette manière-là. Donc, si on vous suit, Mathias, et ça, c'est véritablement intéressant parce qu'on voit bien que cette série était bâtie sur ça aussi. C'est vrai qu'elle pourrait être, ça pourrait être une série où on se dit on va parler de sexe, mais en fait, c'est pas du tout au cœur de la série. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, encore une fois, une période où on s'est adapté avec un certain marché pour créer une nouveauté. Et ça, c'est intéressant parce que j'aimerais que vous me disiez maintenant, vous nous avez dit, voilà, comment les trois amis ont créé finalement ce service-là, mais j'aurais aimé savoir comment ils vont gérer cette création, c'est-à-dire comment ils vont faire face à la demande de plus en plus importante des clients, et puis jusqu'à, bon, on va pas spoiler directement, mais aller jusqu'à, dans les derniers épisodes, justement, à la mort de cette petite organisation entre eux, puisque le service va prendre fin. Comment ça se passe un peu tout ça, et comment est-ce que la série le montre, Mathias? Alors c'est très simple. Au début, ce qui se passe, c'est qu'on a la mise en œuvre, ou la mise en œuvre tout d'abord d'un comportement finalement d'entrepreneur de la part de Stéphanie, qui elle-même a vu le potentiel finalement à la fois du Minitel Rose et puis de ces choses-là. Et puis elle va enrôler ses petits copains qui ne sont pas encore vraiment ses copains d'ailleurs au début de la série, mais vous le découvrirez par vous-même. Et il va enrôler donc Simon et Tony. Simon pour ses compétences techniques, qui a la capacité de mettre en œuvre un serveur qui va permettre de gérer plusieurs connexions en même temps. Et puis Tony pour son bagou et sa compétence langagière pour pouvoir discuter justement et faire être finalement le dialoguiste de cette messagerie de sexe. Et donc, au départ, on s'organise de manière très artisanale. Tout ça va être organisé non pas dans le garage de Simon, mais dans sa chambre qui est en mansarde, donc dans la maison de ses parents. Et donc, ils vont détourner progressivement puis plusieurs lignes téléphoniques qui vont d'abord détourner relativement illégalement, puisqu'ils vont pirater à partir de 21h les lignes téléphoniques des autres voisins, des voisins de Simon, et donc récupérer aussi des terminaux Minitel qui leur permettent de dialoguer donc directement avec chacune des personnes.
Alors ça, c'est vraiment tout le début. On sent bien l'artisanat dans tout ça, hein. Donc, dans l'artisanat, on voit aussi qu'il y a un mode de management qui se met en place. On appelle ça, en fait, dans le jargon du management, ce qu'on appelle une structure simple qui a été décrite par Henri Mintzberg, hein, qui est un chercheur, un ancien chercheur en management québécois, enfin canadien en tout cas, qui lui montre que dans cette structure simple, en fait, cette structure simple est dominée par ce qu'on va appeler la supervision directe, c'est-à-dire la capacité des dirigeants de l'entreprise ou des gens à la fois accomplir toutes les missions de cette petite organisation, à la fois répondre à la messagerie de sexe, mais aussi faire la comptabilité, mais aussi donner des instructions stratégiques qui vont orienter l'organisation en elle-même. On va voir que dans la série, à partir du 4e épisode à peu près, eh bien, la petite cellule de cette structure simple ne va plus suffire exactement à répondre à la demande. Donc, il va y avoir plusieurs péripéties, mais globalement, l'organisation elle-même va se déplacer physiquement dans les locaux de l'université. C'est tout ça assez rocambolesque. Ils vont s'installer finalement tout d'abord dans les bureaux de la Gazette de Jouy, qui est la Gazette de l'université, on suppose, parce qu'il fallait qu'on les associe justement pour avoir une existence officielle à un service de presse. Et au final, ils vont donc se retrouver finalement dans une limitation de leur capacité physique et mentale, d'ailleurs, à répondre à la demande, hein, parce qu'ils voient que leur service fonctionne. Et donc, il faut trouver des moyens d'augmenter les capacités de production, hein, finalement, au sens propre du terme, de leur petite entreprise. Et à partir de là, ils vont lancer des entretiens de recrutement, bien sûr, auprès de la population qu'ils connaissent, c'est-à-dire les étudiants. Et pour ça, donc, il faut leur faire passer des entretiens pour voir si les gens, les étudiants qui viennent les voir, ont des expériences sexuelles d'une part. Comment ils parleraient à quelqu'un qui viendrait parler à une messagerie de sexe, etc. On voit bien qu'on essaie de les sélectionner tant bien que mal sur ces choses-là. Et puis, ils font le pari, et qui est pas idiot du tout, qu'il est nécessaire de former cette population d'étudiants à la manière de s'adapter aux clients, à répondre aux clients, dans un but et dans un objectif complètement assumé, qui est celui de tenir en ligne le plus longtemps possible les clients du service. Et ce qui se passe, c'est que globalement, ils vont les former, donc ils vont transmettre les codes, ils vont leur dire, voilà, il y a plusieurs profils de Monique, hein, puisque 3615 Monique étant l'icône finalement de ce service de sexe. On ne révélera pas de qui est le prénom, mais voilà, vous le savez maintenant. On va leur donner les phrases types, on va leur donner les modes opératoires, comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on doit répondre à ces choses-là, quel temps d'attente on doit laisser, dans lequel on doit laisser mariner finalement le client pour que ça soit efficace. Ça, c'est typiquement finalement une façon taylorienne, issue du taylorisme, hein, donc des travaux de Frédéric Taylor et des pratiques de Frédéric Taylor, qui a cherché à étudier, plutôt dans les systèmes de production de produits d'ailleurs, hein, qui cherchait à étudier en fait la manière dont on devait produire, réaliser le travail, hein, et on devait le faire de la bonne façon pour qu'il soit optimal. Et donc, selon Taylor, on va donc avoir une approche scientifique de l'organisation du travail, l'organisation scientifique du travail, de manière à avoir des modes opératoires bien constitués, etc. Et c'est aussi l'émergence dans l'industrie moderne de ce qu'on va appeler les bureaux des méthodes. Les bureaux des méthodes, c'est le nouvel endroit où on va trouver des ingénieurs dans les entreprises pour concevoir finalement les pratiques de travail, hein, ces manières-là. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que, en fait,
Et si on reprend ce que disait Mintzberg à ce chose-là, en fait, on va s'adresser à un nouveau mécanisme de coordination du travail qui est celui de la standardisation des procédés. Alors, standardisation des procédés, ça va finalement dire que globalement, on va réaliser le travail d'une certaine manière, dictée par une autorité qui aura étudié le travail de manière un peu scientifique. C'est ce que font en fait Tony, Stéphanie et Simon vont suivre une formation accélérée chez des prostituées qui sont en marge de la ville. Et donc, à partir de là, on tirait finalement des leçons sur la manière dont on devait réaliser cette messagerie de sexe pour que les usagers de cette messagerie restent en ligne le plus longtemps possible. On va voir que donc on va inculquer à ces nouvelles recrues donc ces modes opératoires, ces phrases types, ces profils mnemoniques, etc. et ces attitudes, et de manière à superviser, à faire en sorte que la coordination du travail puisse être réalisée en fait par la standardisation des procédés, c'est-à-dire par l'indication de la manière de faire. Une fois qu'on a fait ça, normalement, si le système est robuste, on arrive à avoir la production finalement du service tel qu'on l'a conçu de manière naturelle, puisqu'on a formé les gens et on a spécifié le contenu du travail. Alors, il y a plein d'autres activités de service qui sont taylorisées. On peut penser par exemple à la restauration rapide. La restauration rapide, c'est aussi un lieu où on va standardiser les procédés pour pouvoir remplir le plus efficacement possible la mission de l'organisation. À partir d'un moment, ce qu'il faut voir, c'est que très rapidement, il y a une scène sur une soirée de Noël où finalement les étudiants ont plus envie de faire la fête que de répondre à la messagerie de sexe. Eh bien, la petite organisation qui s'est créée, qui a commencé à croître, où on a dû coordonner le travail, puisque maintenant, ce n'était plus les créateurs de l'activité qui étaient censés la réaliser, eh bien, les créateurs donc, de cette petite organisation qui croît eh bien, vont se dire, en fait, la standardisation par les procédés, ce n'est pas très adapté finalement à une messagerie de sexe. Parce que même si on pourrait penser qu'il y a finalement des schémas assez reproductibles des interactions qu'on peut avoir avec les clients, eh ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, il faut trouver une autre façon de faire. Et l'autre façon de faire, c'est de professionnaliser ce service. Et d'ailleurs, Stéphanie, à un moment donné, dit le Minitel Rose doit se professionnaliser ou disparaître. Et donc là, qu'est-ce que font cette joyeuse bande de trois étudiants? Eh bien, ils vont finalement embaucher des professionnels. Et ces professionnels sont les prostituées chez qui ils ont été apprendre finalement le métier de messagerie de sexe. Et ces professionnels, en fait, sont en fait difficilement contrôlables parce qu'ils manipulent des savoirs qui sont complexes, une expérience aussi très longue, on peut l'imaginer. Et donc, il y a une tentation finalement de contrôle de ces professionnels qui s'impose. Et d'ailleurs, qu'on voit à un moment donné dans la série, puisque Tony, à un moment donné, débarque dans le local qu'occupe maintenant l'organisation. Et il a l'impression qu'en gros, personne ne bosse. Et donc, il fait la remarque aux prostituées qui maintenant travaillent dans le bureau. Alors, vous ne travaillez pas, etc. Et en fait, Simon leur répond, Simon qui a la supervision finalement de ces choses-là, il dit, voilà, non, mais on est en train de travailler à 4 au départ sur 32 connexions en parallèle. Et donc, effectivement, les professionnels savent faire leur métier de manière beaucoup plus libre de ces choses-là. Et donc, on s'oriente plutôt d'une bureaucratie qu'on va appeler plutôt mécaniste, qui va avoir plutôt tendance à se rapprocher d'une industrie de production de biens, une industrie manufacturière assez classique, de ce qu'on va appeler une bureaucratie professionnelle qui va effectivement avoir un certain nombre de règles et qui va donc faire en sorte qu'on va non plus se baser sur la standardisation par les procédés, qui était
le mécanisme de coordination le plus privilégié à ce moment-là, dans la bureaucratie mécaniste, dans le premier modèle avec les étudiants, à une bureaucratie donc professionnelle qui va se baser plutôt sur une standardisation par les résultats ou éventuellement une standardisation par les qualifications, hein, puisque ici, plus précisément, la standardisation par les qualifications est ce qui va en fait permettre, c'est bien parce qu'on a recruté d'anciennes prostituées ou des prostituées, qu'on a la capacité de répondre à la demande de la bonne manière. Et c'est parce qu'on a embauché donc ces anciennes prostituées qu'elles vont être capables de répondre correctement à la demande de masturbation ou de discussion de sexe en ligne. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que finalement 3615 modique suit tout à fait finalement le développement structurel normal d'une petite organisation, d'une structure simple ou artisanale avec de la supervision directe, c'est-à-dire des ordres qui sont donnés par les dirigeants de l'entreprise, à une tentative de bureaucratisation finalement mécaniste par la standardisation par les procédés, qui va en fait amener le système, le service à s'industrialiser. Et enfin, un retour à plus de pragmatisme avec la standardisation par les qualifications, où on va recruter des professionnels qui sont déjà formés à ça et qui donc vont pouvoir savoir répondre naturellement, entre guillemets, aux réponses, aux demandes du client. Voilà un peu. Mathias Spieglas, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement sur la mise en place, peut-être pour terminer, ce qu'on voit ici d'ailleurs dans la série, des partenariats, des choix stratégiques qui ont été faits par les trois concepteurs, de comment ils ont élargi petit à petit leur système pour qu'il fonctionne, et puis en arriver finalement à trouver des partenaires pour faire grandir leur entreprise. Alors effectivement, c'est vraiment le troisième point sur lequel je voulais travailler, c'est que 3615 Monique montre aussi le développement d'une stratégie. La stratégie, au départ, elle est assez émergente, puisqu'elle elle est créée finalement sur le constat qu'il y a finalement un marché. Et après, la manière de réaliser cette stratégie, elle se fait un peu en marchant. Et je trouve que durant la série, en fait, les trois dirigeants de cette petite entreprise, Simon, Stéphanie et Tony, vont être amenés à créer des partenariats. Alors, il y a un partenariat d'office qui se gère, puisque c'est pour créer le service après la phase d'expérimentation qui est dans le tout début de la série. Eh bien, ils sont obligés de se trouver un allié ou un partenaire dans un service de presse pour pouvoir domicilier finalement la messagerie rose dans ce service de presse. Alors, il y a plein de péripéties, mais globalement, ils arrivent à domicilier cette messagerie dans la Gazette de Jouy. Et puis, au fur et à mesure des évolutions finalement du marché, de la montée en puissance du service, et finalement des questions sur voilà, qui est dans l'entreprise ou dans l'organisation et qui est à l'extérieur de cette organisation. De manière très simple, on voit au début de l'histoire que finalement l'organisation elle est juste constituée de Simon, de Stéphanie et de Tony, et puis qu'elle va croître, il va y avoir d'autres personnes dans l'organisation en tant qu'employés. Et puis, au cours de la série, finalement, il va y avoir des partenariats qui vont se créer par la force des choses, parce qu'il faut protéger le périmètre de l'entreprise, par exemple, protéger de la concurrence d'une part, mais aussi protéger des dégradations d'autre part. Et donc, il va y avoir des différents partenariats qui vont être noués. Alors, outre les partenariats noués avec l'entreprise de presse, qui est
qui est le premier partenariat un peu fondateur du service de Minitel Rose que les 3 étudiants veulent créer. Alors, pour créer des partenariats, il faut convaincre des partenaires qui sont financeurs, et qui mettent des billes, qui s'engagent dans ce partenariat. Et on va voir que, en fait, on fait toujours dans cette série, on fait toujours des chiffrages, à plusieurs reprises d'ailleurs. La mère de Stéphanie, qui est d'une autre classe sociale, qui roule en Rolls, etc., lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ton business plan, qu'est-ce que c'est que ton business plan? Comment est-ce que tu fais monter en plan de puissance ces choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire un business plan? Eh bien, ça veut dire, voilà, quels sont tes coûts, quel est ton chiffre d'affaires prévisionnel, voilà, comment est-ce que tu gères finalement la croissance de ton entreprise? Et ça, en fait, ça va pouvoir se créer uniquement en partenariat avec des partenaires extérieurs. D'abord le proxénète comme ça, puis finalement, pour arriver à un partenariat beaucoup plus intéressant avec le journal Libération. Il faut savoir que ça, c'est une vraie réalité historique, ce n'est pas seulement de la fiction, que effectivement, le journal Libération avait une messagerie de Minitel de sexe à partir des années 80. Je n'ai pas la date ici, mais en tout cas, c'est un point important qu'il faut retenir dans cette série. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment emprunts à la réalité et qui sont utilisées dans la fiction pour amener des ressorts scénaristiques qui permettent de nouer et de dénouer des partenariats de ce côté-là. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que les partenariats dans un service qui n'existe pas encore ou qui est en création ou qui est en devenir, c'est assez compliqué à gérer parce que justement, on va avoir du mal à savoir comment partager finalement la valeur ajoutée, la valeur produite par le service en question. Ici, la messagerie de sexe, elle marche bien, mais de là à dire qu'elle marchera encore bien ou encore mieux dans le futur, eh ben ça, on n'est pas capable de le dire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour partager finalement la valeur ajoutée entre les différents partenaires de ce service, à savoir les créateurs de ce service, les concepteurs de service, les producteurs de ce service, mais aussi les partenaires extérieurs qui vont ramener des fonds ou du capital dans ce service-là. Mathias Pirglas, oui. peut-être pour terminer, évoquer ensemble la question qui est quand même fondamentale. Vous la sous-tendez depuis le début, et ça, on le voit très très bien dans cette série-là. Donc, c'est vrai que vous avez votre choix, on le comprend mieux, en plus de par vos compétences dans le domaine du management, mais c'est la notion de stratégie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et comment on voit cela dans 3615 Monique? Alors, on voit apparaître la stratégie à plein d'endroits dans la série. Le premier élément qui a lieu vraiment dans le premier épisode, vraiment toute fin du premier épisode, c'est le premier élément de stratégie qu'on a là, c'est l'idée de poser un diagnostic. Donc, on va poser un diagnostic sur l'environnement, on va étudier les capacités de l'environnement à supporter finalement un marché particulier. C'est ce que fait Stéphanie en décrivant le nombre d'individus mâles et le nombre supposé de masturbations par jour et donc le volume finalement de services possibles ou probables donné donc dans la zone en question, dans la zone de chalandise finalement, du service Minitel qui va être proposé d'abord dans la zone d'expérimentation. Deuxièmement, il y a plein de choses qui vont perturber cette cette stratégie, puisque d'un côté, il y a les messages qui viennent de l'environnement, on va dire. Ces messages qui viennent de l'environnement vont être, par exemple, la fin de l'expérimentation qui a lieu en fin d'épisode 3, où finalement, le service devient caduque puisque l'expérimentation Minitel va s'achever. Et donc, il faut trouver une autre manière de rebondir. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, au départ, c'est un peu d'énervement. Et puis, au fur et à mesure, on comprend que l'expérimentation s'est achevée, mais que finalement, la mise en production du système va être réalisée et que donc, il faut profiter de cette opportunité pour la transformer finalement
en valeur, hein, pour l'organisation. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, où la stratégie est très importante, c'est il y a le partenaire qui est donc le proxénète dont je parlais tout à l'heure, Angelo, qui va donc demander toujours plus de part finalement dans l'activité, ou en tout cas de part du chiffre d'affaires. Hein. Au départ, il demande 15%, et puis finalement c'est 20%, et puis finalement il devient de plus en plus gourmand. Et donc, une façon d'intégrer la contrainte d'un point de vue stratégique, c'est d'internaliser finalement cette contrainte. Et comment internaliser cette contrainte? C'est de le faire devenir finalement autant propriétaire finalement du service que que les autres partenaires, hein, de cette petite entreprise. Ainsi, par exemple, en ramenant finalement cette contrainte extérieure à l'intérieur, en internalisant cette contrainte, eh bien, on va permettre de la surpasser, de passer outre de cette chose-là. Hein. Une meilleure façon dans les traités de stratégie, souvent ce qu'on dit, c'est que ce qu'il faut faire, c'est, quand la stratégie réussit, c'est réussir à vaincre son adversaire sans le combattre. Et une façon de ne pas le combattre, c'est de l'internaliser, c'est-à-dire finalement l'intégrer à la structure organisationnelle de cette manière-là. Voilà. Et troisième élément, je pense que stratégique important, c'est au moment où on sent bien qu'on est dans la partie industrialisation et où il faut se séparer finalement de relations qui sont pas forcément super légales, le proxénète, pas forcément super dans les clous d'un point de vue légal. Et donc, il faut trouver une forme d'institutionnalisation, hein. Et cette institutionnalisation procède finalement d'une intention stratégique déjà avouée au départ, hein, par Stéphanie notamment, pour justement réussir à faire sortir finalement de ce cadre qui est à la limite de la légalité, hein, finalement, de Minitel Rose, pour lui faire atteindre finalement à la fois la légalité, puis l'institutionnalisation, et donc le marché global français du Minitel et du Minitel Rose. Hein, et lutter à armes égales avec la concurrence, puisque dans la série est évoqué aussi le grand rôle de la concurrence. Il y a un moment donné, ils passent au service de la Direction générale des télécoms pour recevoir leur chèque, et on leur dit, bah oui, c'est pas votre meilleur mois, et puis ah oui, effectivement, en fait, c'est votre meilleur mois, mais par contre, vous êtes beaucoup moins bon que la plupart des autres services de Minitel Rose. Et à ce titre-là, ça pousse aussi l'entreprise ou l'organisation embryonnaire à se développer pour pouvoir répondre à la demande croissante de Minitel Rose, de messagerie de sexe. Voilà. Mathias Piedglas, merci beaucoup pour du coup la présentation de 3615 Monique qu'on a vu par le biais du management, de la création d'entreprise, et ce qui est d'ailleurs, et c'est très intéressant là-dessus, hein, vous l'avez bien montré, véritablement au cœur de la narration sérielle, puisque vous l'avez rappelé au cours de l'émission, on croise régulièrement les trois jeunes qui font un business plan, qui calculent rapidement les coûts et les revenus. Donc ça, ce sont des choses très intéressantes et que vous avez bien montré tout ça. Alors peut-être rappeler que si on veut voir la série, on peut se rendre, elle est toujours disponible, hein, notamment sur la plateforme OCS. Vous pouvez vous y rendre pour regarder cette série de 10 épisodes qui se voit très facilement et qui est vraiment très agréable. Et en plus, c'est vrai, vous l'avez dit aussi, c'est aussi une série qui est le reflet d'une époque, celle des années 80, une série où il y a une libération des moyens de communication qui est très importante. Mathias Piedglas, vous avez mis aussi en ligne une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission où vous aurez en même temps votre présentation ainsi que le résumé de l'émission. Et puis, vous pouvez nous retrouver toujours sur notre partenaire nonfiction.fr. Vous aurez à la fois le résumé, mais aussi les liens pour aller écouter l'émission sur les grandes plateformes de podcast ainsi que sur Spotify et YouTube. Mathias, merci beaucoup. On rappelle aussi votre projet pédagogique très intéressant. Peut-être 2 mots pour terminer? Oui, alors donc le roman dont vous êtes le héros, donc ça c'est un projet qui permet normalement d'enseigner à peu près n'importe quelle discipline. Donc, voilà, et donc moi je vous propose de retrouver ça. Il y a une petite vidéo sur YouTube d'ailleurs, si
si vous cherchez ce titre-là et qui vous explique un peu le principe de ce dispositif pédagogique et qui donnera lieu certainement dans l'avenir à la publication et à l'édition de travaux d'étudiants sous la forme de manuels dont vous êtes le héros qui pourront être utilisés dans chacune des disciplines pour apprendre justement ces disciplines universitaires de manière différente ou autrement. Voilà. On met tout ça sur notre site internet. N'hésitez pas à aller consulter. Vous aurez les liens pour aller voir le travail de Mathias. Merci beaucoup pour la présentation de 3615 Bionic. Et puis à bientôt, Mathias, pour une autre série sous l'angle du management. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to more for running away. No.